J'ai un rôle formidable aujourd'hui parce que je vais vous parler d'une petite révolution. La petite révolution dont le secrétaire général vous parlait tout à l'heure. Cette petite révolution, c'est une petite révolution qui va bouleverser les rapports qu'il y a entre les consommateurs et les marques. Je vais surtout vous parler de ça, bien sûr, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il faut bien comprendre que cette petite révolution, elle va toucher et bouleverser les rapports qu'il y a entre toutes les institutions, quelles qu'elles soient politiques, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient consuméristes, quelles que soient ces institutions, les rapports qu'elles ont avec leur public vont être bouleversés. La meilleure façon de résumer cette petite révolution, c'est finalement, elle tient à une question, à une simple question, cette révolution. Enfin, c'est pas la question qui est révolutionnaire, c'est les réponses qui sont révolutionnaires. La question, elle est extrêmement simple, elle a été posée par un institut d'études à des Français, et ils leur ont demandé, quelle est aujourd'hui votre source d'information privilégiée avant un acte d'achat? Et la réponse révolutionnaire, c'est que pour la première fois, il y a 1 an et demi, à cette question, les internautes, les consommateurs français ont dit, moi, l'avis le plus important, la source privilégiée, la source à laquelle je me fie le plus aujourd'hui, c'est l'avis d'un autre internaute sur Internet, laissé sur un forum, laissé sur quelle que soit la plateforme sur Internet. C'est ça. C'est la source d'information privilégiée. Ça, c'est un premier constat extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on creuse un peu les raisons derrière cet état de fait, finalement, on s'aperçoit que ce qu'ils nous disent derrière ça, pourquoi cette source-là, elle est privilégiée, alors que finalement, ça peut paraître paradoxal, parce que j'en sais rien, je connais pas ces internautes, j'en ai jamais parlé, j'ai aucune idée de son niveau de compétence par rapport au marché, j'ai aucune idée de ses goûts, j'ai aucune idée de son statut social, je ne sais rien de lui. Et pourtant, c'est cette information-là que je privilégie. Pourquoi? Tout simplement parce que, a priori, je pense, moi, consommateur, que c'est la source d'information la plus désintéressée qui est aujourd'hui. C'est la source la plus désintéressée, donc pour moi, consommateur, c'est la source la plus fiable. Et moi, consommateur, je suis à la recherche d'une information fiable. Voilà ce qui m'intéresse. Donc ça, c'est le premier constat, et c'est un constat très important. Après, quand on continue la liste de ces sources d'information privilégiées par les consommateurs, la deuxième source d'information, c'est le bouche à oreille traditionnel. Le bouche à oreille qu'on connaît tous, qui a toujours été là, entre moi et mes amis, moi et mes collègues, moi et ma famille, etc., etc. Pas de surprise ici. Troisième source d'information, c'est le vendeur en magasin. Voilà les 3 premières sources. Voilà les 3 sources qui sont sur le podium. Après, je vous mets en dessous ce podium les autres sources. Alors que j'ai symbolisé par des petites icônes ici. La première icône, ça représente en 4e position, c'est les tests comparatifs qu'on a dans les journaux, qu'on peut avoir à la télé, les bancs d'essai, sur les voitures, sur les produits, sur les parfums, sur les choses comme ça, etc., etc. Ça, c'est la 4e source. La 5e source, c'est les sites internet de marques. Et la 6e source, qui est en recul année après année, on suit ça de façon très très précise, année après année, la source d'information qui recule le plus, c'est la pub traditionnelle. La pub télé, la pub en général. Et ça nous amène au deuxième constat. Le deuxième constat, c'est quoi? C'est que finalement, sont sur le podium 3 sources d'information qui sont des sources d'information interpersonnelles. Et les 3 sources qui sont derrière sont des sources d'information institutionnelles. Deuxième constat, capital. Et on va le voir derrière, on va en comprendre les raisons, mais retenez bien ça, les 3 sources privilégiées aujourd'hui par les consommateurs sont des sources d'information interpersonnelles, celles qui sont à la traîne sont les sources institutionnelles. Ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là. Il y a très longtemps, les sources institutionnelles dominaient et prévalaient sur les sources interpersonnelles comme ça. Donc ça, c'est le deuxième constat. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on arrive à ça et pourquoi c'est une révolution? Il y a 2 raisons à ça. Première raison, c'est qu'on est rentré de plein pied aujourd'hui dans une société de la défiance. C'est très important. On est dans une société de la défiance, une défiance qui est montée il y a 10-12 ans dans la sphère politico-médiatique et qu'on a vu émerger petit à petit, nous, dans la sphère consumériste, il y a 5-6 ans, notamment après le passage à l'euro. Cette montée de la défiance dans la sphère politico-médiatique, finalement, je ne sais pas si Charles Pasqua était un déclencheur ou un accélérateur de cette montée de défiance, mais quand il a sorti cette phrase extraordinaire qui était « Les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les écouter », il a été un déclencheur incroyable il a montré finalement à tout le monde à quel point le cynisme gouvernait la politique. Mais c'est très important, parce que tout d'un coup, il y a eu forcément une prise de distance des citoyens vis-à-vis des politiques, tout d'un coup, quand ils ont pris conscience de ça. Et du coup, le résultat, c'est que, et c'est remarquablement remarqué par ce petit livre qu'il y a en bas à gauche de ce slide, un livre qui s'appelle justement La société de la défiance, donc j'ai juste emprunté ce titre, un livre qui a été largement primé, qui a été prix du livre d'économie 2008, un livre remarquable, écrit par 2 individus qui s'appellent, je ne vais pas les trahir, Alban et Cahuc. Et Alban et Cahuc, ils ont fait un travail stupéfiant.
ils ont comparé 24 pays dans le monde et ils ont étudié les rapports qu'il y avait entre les citoyens de chacun de ces pays et leurs institutions. Et Alban et Cahuc nous ont sorti des chiffres sidérants pour la société française. Ils nous ont dit d'abord que cette montée de défiance, c'était un mouvement global. Ça concernait l'ensemble des pays. Dans le monde entier, il y avait une montée de la défiance dans toutes les sociétés. Mais après, ils nous ont dit deux choses très importantes. Ils nous ont fait des classements, ils nous ont dit que la France arrivait en 5e position sur les 24 pays étudiés quant à la part des personnes qui déclarent n'avoir aucune confiance dans leur Parlement. 5e sur 24. Alors, on peut se dire, c'est pas catastrophique, 5e sur 24. Mais il faut comprendre que les pays qui sont devant nous, enfin, qui sont pires que nous, finalement, en matière de défiance, c'est des pays aussi réputés que le Mexique, que la République tchèque ou que la Turquie. C'est ça, les pays qui sont devant nous. D'accord? Ça veut dire que la France est, de toutes les sociétés occidentales, le pays dans lequel la défiance est la plus forte. Deuxième chiffre que nous donnent Alban et Cahuc, ils nous disent, la France est troisième pays sur les 24 étudiés quant à la part des personnes qui déclarent n'avoir aucune confiance dans leur justice. Et dernier chiffre, toujours tout à fait intéressant, que nous donnent Alban et Cahuc, ils nous disent la France est le 4e pays sur 24 étudiés, donc pour le nombre de personnes qui s'accordent pour dire que pour arriver au sommet, il est nécessaire d'être corrompu. Ça fait froid dans le dos, ces chiffres. Les chiffres sont stupéfiants. Les chiffres sont stupéfiants, donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène global, mais la France, c'est en France, de toutes les sociétés occidentales, où la défiance est la plus forte. Du coup, dans le slide, toujours dans ce même slide, vous avez ici un schéma un peu rébarbatif, qui vous montre une étude qui montrait le niveau de confiance qu'avaient les citoyens français vis-à-vis de certaines organisations. En vert, vous avez la part de la confiance, en jaune et en orange, vous avez la part de la défiance. Vous voyez la façon dont sont réparties les zones vertes et les zones rouges et jaunes, et juste pour vous aider, même j'arrive à peine à les voir, tout en bas de l'échelle, donc là où le vert est le plus petit, vous avez les partis politiques, juste au-dessus vous avez les banques, après vous avez les grandes organisations comme, excusez-moi, les grandes conférences internationales, j'ai du mal à le dire moi-même, vous avez après les médias, vous avez après l'Organisation mondiale du commerce, etc., 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 voilà, où sont parfois les niveaux de confiance. Et puis, tout en haut, c'est juste un article qui montrait la défiance Ah, tout en haut, excusez-moi, oui, tout en haut, c'est les hôpitaux et la police. Les hôpitaux et la police, tout en haut, d'accord? Après, voilà. Et puis, comprenez bien que cette défiance qu'on voit monter dans la sphère politico-médiatique, on la retrouve aussi dans une sphère que je connais mieux, qui est la sphère consumériste, qui est la sphère du rapport entre les consommateurs et les marques. Il y a ici cette étude qui est assez récente qui montrait que 83% des consommateurs se méfient du comportement des marques. Il y a un an, il y avait une étude stupéfiante aussi faite par TNS Sofres qui nous disait plusieurs choses, qui nous disait que 78% des Français déclaraient considérer les marques avec méfiance. 69% d'entre eux estiment que les marques essayent de les berner. 69% des consommateurs français estiment que les marques essayent de les berner. Vous voyez la position de défiance dans laquelle on est. 75%, toujours de ces mêmes Français, considéraient que les grandes entreprises s'entendent entre elles pour maintenir leur prix à un niveau anormalement élevé. Ce qui n'est pas un fantasme, là, ce qui est une réalité, on l'a vu dans la téléphonie, on l'a vu encore très récemment, la semaine dernière, dans tout ce qui était le milieu de la déterge et des lessiviers. D'accord? Donc on n'est pas dans le fantasme. Les chiffres sont forts. Les chiffres sont certainement un peu au-delà de la réalité, parce qu'effectivement, quand on vous pose des questions sur la défiance, aujourd'hui, c'est mieux de répondre « oui, je suis un peu méfiant, moi », etc. Mais il n'empêche que les chiffres sont tellement hauts qu'on ne peut pas les ignorer, c'est une réalité. Du coup, je prépare cette réunion et je tombe sur ce personnage, comme ça, par hasard, dans un magazine, et je trouve que Gloria, elle a bien compris l'air du temps. Et Gloria, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit « je n'ai aucune confiance dans la presse, pas confiance non plus en nos dirigeants, pas confiance en mon toubib, et encore moins en mon banquier. » Et je pense que Gloria, elle a bien capté, en tout cas la personne qui dessine Gloria, a bien capté l'air du temps. Du coup, et c'est ça que je veux vous dire, on est ici dans une défiance vis-à-vis des institutions, clairement, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer déjà, et une défiance vis-à-vis des discours. Et je pense que quand je repense au cas de Roselyne Bachelot, qui essayait de faire vacciner la France contre la grippe A, elle avait certainement raison, mais Roselyne Bachelot, elle a, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un échec, mais en tout cas, elle avait 94 millions de doses de vaccins, elle a réussi à faire vacciner 6 millions, en utiliser 6 millions. Et je pense que dans cet relatif échec, je ne sais pas comment vous le voyez vous, mais enfin moi j'ai tendance à considérer ça de façon assez basique comme un relatif échec. Je pense que le fait qu'à un moment les consommateurs se sont dit que Roselyne Bachelot avait un intérêt à nous faire vacciner parce que qu'elle était intéressée à nous pousser à la vaccination, a tué dans l'œuf son initiative. Je pense que c'est aussi une expression de défiance clairement de la France d'en bas vis-à-vis de la France d'en haut.
Deuxième phénomène, il y a cette société de la défiance. Deuxième phénomène, c'est l'avènement de cet outil de contre-pouvoir incroyable qu'est Internet. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je vous parle ici de ce livre de Thierry Crouzet, Le cinquième pouvoir, et qui parle ici, et qui est tout à fait intéressant sur comment Internet bouleverse la politique. Livre tout à fait intéressant. On se souvient du rôle d'Internet dans les révolutions arabes, qui a été un rôle absolument clé. Et je trouve très intéressante cette une de Libé qui dit au Bloc citoyen, qui est finalement la nouvelle version de Aux armes citoyens. Et finalement, on en est là. Au Bloc citoyen, finalement, c'est la meilleure moyen de faire la révolution aujourd'hui. Internet, c'est l'outil de contre-pouvoir par excellence dans la sphère politico-étatique. Ça l'est aussi, bien sûr, dans la sphère consumériste, et on va revenir dessus. Du coup, on assiste à un véritable bouleversement. Sous ces deux phénomènes, la montée de la défiance et la montée d'Internet, on assiste à un véritable bouleversement des rapports entre les institutions, toutes les institutions, et leur public. Alors le chat le dit très bien, je trouve assez drôle ce chat qui nous dit « La France d'en bas souhaite ardemment que la France d'en haut ne soit pas en dessous de tout ». Je trouve ça formidable comme résumé, je trouve ça très drôle, c'est très bien dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France d'en bas, elle regarde la France d'en haut comme jamais elle ne l'a regardée. Et ça, il faut en avoir vraiment conscience. Que la France d'en bas, elle est en train de regarder la France d'en haut. Je vous dis, j'allais dire vous regardez, parce que vous faites partie de la France d'en haut, vous êtes dans ces institutions étatiques bien souvent, pas tous, mais dans l'ensemble. Et c'est très important parce que la France d'en bas, elle vous regarde, elle vous observe, et elle vous juge. Et si ça se passe pas bien, si elle vous considère que vous êtes en dessous de tout, vous allez en entendre parler. Croyez-moi, ils vont vous dire ce qu'ils en pensent sur le net, et c'est ça qui change. Ça change aussi dans la sphère consumériste, le bouleversement. Il est là aussi. Parce que dans la sphère consumériste, on parlait du rôle de Google il y a 10 minutes. Et il y a eu surtout cette phrase incroyable, sortie par le rédacteur en chef d'un magazine aux États-Unis qui s'appelle Wired, un type qui s'appelle Chris Anderson, qui a eu cette phrase qui a stupéfait tous les directeurs marketing du monde entier. Il a eu cette phrase, il a dit « Votre marque, ce n'est pas ce que vous dites qu'elle est, c'est ce que Google dit qu'elle est. » Et tout d'un coup, pour tous les directeurs marketing que je connais bien, que j'ai largement fréquenté dans ma carrière professionnelle, je peux vous assurer que ça a été un électrochoc absolu. Ces types-là se sont dit, mais je suis totalement dépossédé. Finalement, ce n'est plus moi qui maîtrise le destin de ma marque, alors que je ne fais que ça et que c'est mon job, etc. Je suis plus en charge du destin de ma marque. Finalement, c'est Google qui, finalement, me dit ce qu'est ma marque. Et pour eux, ça a été une révolution. Et une sacrée leçon d'humilité parce qu'il y avait quelques égos un peu enflés. Du coup, on est passé ici, et dans le bouleversement dont je parle ici, on est passé finalement d'une logique où, je trouvais assez intéressant ce marketing is everywhere, God is everywhere, ergo marketing is God, qui était une espèce de résumé assez rapide de la position et de l'espèce d'ego des directeurs marketing, à une logique où aujourd'hui, leur principale préoccupation, c'est d'être sur la première page de Google. Aujourd'hui, une marque, si elle n'est pas sur la première page de Google, elle est plus ou moins amenée à disparaître. C'est ça la logique. Et vous vous rendez compte la leçon d'humilité, tout d'un coup. Et tout d'un coup, le changement d'optique, le changement de paradigme auquel les directeurs marketing sont obligés de se soustraire. Même cette icône publicitaire qui est Monsieur Propre est obligé de faire avec Facebook. Sans Facebook, Monsieur Propre n'existera plus. Donc c'est vraiment ça. Monsieur Propre, il est obligé de faire avec Facebook. C'est la dure loi du genre aujourd'hui pour Monsieur Propre. Il est condamné à ça. Du coup, il faut comprendre la logique qui est en train de changer. Aujourd'hui, ça devient absolument capital pour les marques de faire parler leurs clients, avec un but ultime qui est de convaincre leurs prospects. Si mon meilleur vendeur, c'est mon client, parce que c'est ça la logique, c'est ça qu'il faut, si on va au bout de la logique, ce qu'on a vu tout à l'heure, si ce qui me convainc le plus, c'est l'avis d'un autre client sur Internet, aujourd'hui, il faut simplement se considérer pour les entreprises que leurs meilleurs commerciaux, ce sont leurs clients. Parce que c'est eux qui convaincront demain les futurs clients, les prospects. Donc du coup, aujourd'hui, on est dans une logique démultipliée où chaque client heureux, chaque client satisfait est capable aujourd'hui de convaincre des centaines, voire des milliers d'autres clients. Et c'est pour ça que je vous parle de tous ces, je vous mets tous ces mappings où on voit bien qu'il y a une personne qui s'adresse à une multitude de personnes. C'est la logique et ça va être de plus en plus la logique. Du coup, on rentre dans d'autres logiques pour les entreprises. Ce que je dis à tous mes clients aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous transformiez votre entreprise en une machine à générer des commentaires positifs sur Internet. C'est ça votre avenir. Vous devez vous transformer en une logique, une véritable machine à générer du commentaire positif, à générer des commentaires de vos clients sur votre prestation. Et il faut absolument que ces commentaires arrivent le plus vite possible sur Internet. Et donc du coup, on s'aperçoit qu'on parle beaucoup d'irréputation, c'est un terme que j'ai beaucoup de mal avec ce terme, bon, c'est peut-être personnel, mais je préfère largement le terme de capital conversationnel, parce que dans l'idée de capital conversationnel, il y a un capital qui se construit. C'est l'idée que chaque témoignage positif laissé par un client sur Internet construit quelque chose pour le capital de l'entreprise. Et que finalement, ce capital de conversation positif, le plus possible qu'il peut y avoir sur Internet, va devenir demain le capital le plus précieux de toutes les entreprises, parce que c'est celui-ci qui sera capable de convaincre
les autres clients. Après, il y a tout un tas de logiques qui se mettent en place. Il y a la fameuse logique des 4C où on rentre dans des cercles, de nouveaux cercles vertueux. J'essaye de comprendre, je fais converser, de là, je collabore avec mes clients, et de là, je capitalise et j'améliore la prestation, et on rentre dans des cercles vertueux, mais dans des logiques totalement nouvelles. Et puis, ce petit chose qui est assez difficile à lire, mais que je vais essayer de vous lire, c'est globalement, il faut absolument faire parler les consommateurs, parce que ça permet d'augmenter la productivité, ça permet d'augmenter la satisfaction des clients, et surtout, ça permet d'augmenter le taux de conversion de ces mêmes clients. Et on voit bien que les entreprises sont rentrées véritablement dans cette logique. Du coup, en préparant cette intervention, je suis allé sur Internet et j'ai essayé de voir le nombre de fois où il y avait des petits trucs comme ça, donnez-moi votre avis, faites parler, etc. Il y en a partout, ça n'arrête pas. Vous allez sur n'importe quel site Internet, maintenant de marque, ils vous disent, donnez-moi votre avis, faites-moi parler, etc. La remontée d'informations devient absolument clé. La remontée d'informations devient un enjeu majeur pour les entreprises, pour toutes les institutions, ça devient un enjeu majeur. Autre chose, je sais pas si vous avez vu sur les Champs-Élysées, il y a des boutiques multimédia, il y a des boards multimédia mises en place par Orange. Et je tombe là-dessus il y a 15 jours, et j'ai photographié ça, donc excusez la qualité de ça, mais c'est fait avec mon petit appareil, là, avec le petit iPhone. Et globalement, ce qui est intéressant, c'est que dans sur cette annonce, il y a, si cette cabine multimédia est aussi pratique aujourd'hui, c'est grâce à toutes vos suggestions. Et finalement, c'est Orange qui dit à tous ses clients, c'est formidable, vous nous avez dit plein de choses sur ces cabines multimédia. Grâce à vous, on les a améliorées et on vous le fait savoir. Et on voit bien qu'ils sont en train de faire une espèce de partenariat avec leurs propres clients dans cette logique de construction et d'amélioration de leurs prestations. Et puis, dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est le cas de Starbucks. Starbucks, c'est donc cette entreprise américaine qu'on connaît tous. Et Starbucks, eux, ils sont allés un pas plus loin que ça. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est pas seulement les messages de satisfaction qu'on va mettre en ligne, eux, c'est la réclamation qu'ils ont mis en ligne. Alors c'est tout à fait intéressant, vous analysez la réclamation, etc. Starbucks, eux, ils vont un pas plus loin, eux, ils mettent la réclamation en ligne. Toute la réclamation est en ligne, toutes les complaintes de leurs clients est en ligne. Et ce que fait Starbucks, très malin, ils arrivent à détourner le flux de la réclamation, finalement, ils disent, ben voilà les réclamations qu'on a, voilà les sujets de plainte de nos clients dans nos magasins, et ben, ce qu'on vous promet, c'est qu'à chaque sujet de plainte, etc., on va trouver, à chaque grand sujet de plainte, on va suggérer 3 solutions, et vous, nos clients, vous allez voter pour la meilleure solution. Et nous, Starbucks, on s'engage à mettre en place la meilleure solution. C'est la solution pour laquelle vous aurez voté. C'est extraordinairement malin, mais c'est extraordinairement malin. C'est extraordinairement courageux, dans un premier temps, parce que mettre en scène sa réclamation, c'est pas facile, mais arriver tout d'un coup à faire de ses clients réclamants, finalement, les co-constructeurs de la marque et les gens qui vont devenir les avocats de la marque, c'est encore plus malin, c'est encore plus subtil. C'est ce qu'ils ont fait. Bravo Starbucks, c'est les premiers, il y en aura forcément d'autres derrière. Et voilà, je termine là-dessus. Dernière slide. Juste, gardez en tête, et il y a une seule chose que vous deviez garder en tête de cette intervention, c'est de dire que les avis des consommateurs deviennent des éléments essentiels de l'acte d'achat, et que plus les clients seront satisfaits des produits de votre entreprise, ou de votre institution, ou quoi que ce soit, parce que, etc., plus, forcément, vous en vendrez, ou mieux ce sera votre prestation. Voilà. Merci. Merci, Laurent Garnier.